Emmanuel Delannoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut Inspire. Institut Inspire, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous décrire l'Institut, son origine et puis ses missions actuellement? Oui, alors déjà il y a un petit jeu de mots dans le nom. Inspire, c'est un acronyme qui voulait dire Institut pour une écologie, non, pour une industrie réconciliée avec l'écologie, pardon, Inspire. Puis bien sûr, il y avait le fait Inspire au sens le vivant comme source d'inspiration, source et non pas source d'inspiration, non pas seulement source de ressources, comme on l'utilise régulièrement. Et après, dans la genèse, il y a surtout la volonté de dépasser cette idée qu'on a souvent, qui est d'arbitrer. J'ai horreur de cette expression, mais qu'on entend souvent dans le monde économique d'ailleurs, c'est dire on fait pas d'omelette sans casser d'œufs, ou si on veut produire de la richesse, il faut bien salir un peu de temps en temps. Moi je suis persuadé qu'on ne peut pas concevoir les choses comme ça. Au-delà même des concepts de développement durable, c'est pas une question d'arbitrage, c'est une question de synergie. C'est-à-dire qu'on doit faire les deux, on doit préserver le socle vivant, sur laquelle le bien-être, la prospérité, on pourrait dire d'ailleurs une chose sur la définition même de ce que c'est que la prospérité, et donc l'économie repose. Et donc une économie qui devient destructrice de ce socle-là, elle est borgne, elle est imbécile au sens étymologique du terme, elle vacille et puis elle finit par tomber, quoi. À un moment donné, imbécile, étymologiquement, c'est sans béquille. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner. Sur la prospérité, j'aime bien aussi cette définition qui est ressortie il y a quelques années, qui est finalement prospéro, c'est se projeter dans l'avenir de manière positive, c'est avoir une vision positive de l'avenir. C'est pas du tout prospère aujourd'hui, et quelqu'un de prospère, c'est quelqu'un qui a accumulé des biens. Et donc accumuler aujourd'hui des biens pour peut-être en faire quelque chose demain, mais sauf que si vous devez détruire du capital naturel, je mets des guillemets, parce qu'en France ça passe pas bien, cette expression-là, pour accumuler des richesses matérielles, fiduciaires, monétaires, etc., à un moment donné, vous sapez votre capacité à créer des richesses pour l'avenir. Donc voilà, c'était l'idée de dépasser ça, et notamment comment faire. C'était pour moi plus une question de synchronisation, c'est-à-dire qu'on parle souvent de réconcilier économie et biosphère, oui, effectivement, mais réconcilier comment? Le seul moyen, c'est de resynchroniser les flux économiques avec les flux du vivant. Or, quand on regarde aujourd'hui le fonctionnement de l'économie, ça repose d'abord sur du prélèvement fossile, du prélèvement de granulats, de roches, de métaux, et bien sûr de carbone fossile qu'on utilise massivement dans l'économie. Et donc tout ça sont des choses qui ont été formées par des écosystèmes du passé, mais qui ont été formées par des écosystèmes qui ont disparu il y a des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années. Et en plus, le rythme avec lequel on les consomme, c'est à peu près, quand on fait un calcul d'une simple règle de 3 pour les ressources carbonées, c'est à peu près en un an, l'économie mondiale consomme ce que la nature du passé avait mis 1 million d'années à produire. Donc on voit bien qu'il y a un décalage qui est énorme. Et donc la seule façon de s'en sortir, c'est surtout pas de miser sur l'innovation technologique. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien l'innovation technologique, il en faut, c'est nécessaire, mais l'innovation technologique, elle permet souvent des gains de rendement d'ordre incrémentaux, un peu marginaux finalement, quelques pourcents par an. Quand on parle de révolution industrielle ou de révolution technologique, on en est là encore aussi. Par contre, si on est sur une révolution organisationnelle, c'est-à-dire que si c'est les modes de production, les modes de coopération pour utiliser ces ressources intelligemment, si c'est les modèles économiques et les modèles de création de valeur qu'on repense fondamentalement, on peut créer de la prospérité durable en consommant radicalement moins de ressources naturelles. Et c'est toute cette idée de biomimétisme, dont on fait la promotion depuis le début de l'Institut Inspire, et d'économie circulaire, qui découle même du biomimétisme, et finalement se dire dans la nature, le concept même de déchets n'existe pas, il n'y a que des ressources locales et renouvelables et synchrones avec la capacité des biosphères qui sont consommées, et il y a aussi cette notion de libre accès, c'est-à-dire que les ressources, elles sont en accès, elles sont pas en propriété. Il n'y a pas de notion d'inclosure, de fermeture, de propriété des biens, c'est vraiment un usage en libre accès. L'exemple le plus simple, c'est la lumière pour la photosynthèse. Aucune plante n'est propriétaire de la lumière, et pourtant la photosynthèse bénéficie à tout le monde et permet aux vivants de créer de la richesse, de la valeur depuis 3,8 milliards d'années. Je vais juste faire un parallèle avec la réalité sociologique et générationnelle en parlant de cette génération Y dont on parle assez souvent, cette génération du pourquoi qui questionne les valeurs dans le rapport au travail, les valeurs dans le rapport à l'autre et dans le rapport à la hiérarchie ou la relation, et les valeurs
dans son environnement et dans les logiques de solidarité. On voit qu'aujourd'hui, il y a parfois une espèce de crispation intergénérationnelle de ces modélisations du champ du travail, comme le disent les sociologues spécialisés. Est-ce que ce nouveau regard sur la créativité et l'initiative économique, à travers des créations coopératives, à travers le micro-travail, le temps partagé, l'envie d'être dans un champ altérant, travail et puis mission ou voyage, etc. Est-ce que c'est un terrain qui est propice à une réinvention du modèle économique plus favorable à la biodiversité? Oui, complètement. Je pense que c'est une génération qui est dans l'idée, alors justement peut-être de plus de légèreté. Et moi qui suis cycliste, pour moi le bonheur c'est d'abord la légèreté, c'est pas avoir un gros sac à dos, pas avoir une grosse valise, pas avoir les bottes collées à la boue, c'est se mouvoir avec aisance. Et finalement c'est pareil dans le vivant, on est fasciné par les oiseaux, par les insectes, par les brindilles comme ça qui oscillent de manière très légère. Et finalement cette génération Y, ce qui l'intéresse aujourd'hui c'est l'accès. On demande aux jeunes aujourd'hui qu'est-ce qu'ils choisissent entre un smartphone et une voiture. S'ils doivent se passer de l'un des deux, ils préfèrent garder le smartphone. La voiture, ils savent qu'ils ont des autos libres, des Vélib, des transports en commun qui marchent bien, etc. Le statut social qui était véhiculé par la voiture chez leurs parents, c'est complètement absent pour eux. Donc ils sont pas dans la propriété, ils sont dans l'accès et la légèreté, la mobilité. Ils sont aussi dans une dynamique de réappropriation. C'est-à-dire que la boîte noire, le truc qui se passe, je comprends pas, ça a été fabriqué par quelqu'un quelque part, et moi je suis simplement consommateur passif, ou ça a été inventé, conçu par quelqu'un, c'est pas leur truc non plus. Ils veulent s'approprier ces modèles-là, et du coup sur les modèles coopératifs, sur les modèles de type économie de fonctionnalité, où je consomme de l'usage, mais ça va souvent d'ailleurs avec des liens coopératifs, parce que par exemple pour l'énergie, je suis dans une coopérative énergétique, je suis client de cette coopérative énergétique, mais j'en suis propriétaire aussi à un moment donné, et donc quelque part je peux influer sur la manière dont l'énergie est produite. Ça existe aussi d'ailleurs sur la culture. On le voit bien aujourd'hui, alors il y a toujours bien sûr de la culture consommée passivement, etc. Mais il y a une volonté de réinvestir ce champ-là et d'être soi-même aussi producteur autant que consommateur. D'où le succès des réseaux sociaux, d'où le succès des modèles décentralisés. Et c'est très inspirant parce qu'on le trouve à la fois dans le vivant, on le trouve dans le champ culturel, on le trouve dans le champ économique aujourd'hui. Alors, en faisant bien évidemment des raccourcis liés au temps, mais plusieurs abordent cette lecture des barbares contre les rentiers, comme disent certains, à savoir ces héritiers de l'ancien modèle économique, et puis de ces jeunes arrivant avec les nouveaux modèles numériques et qui déconstruisent les approches, les rapports au travail, etc. Souvent, les plus jeunes, dans cette volonté d'action, d'initiative, de créativité, disent se heurter à une modélisation normative, normalisée de l'économie, qui est encore un poids d'inertie pour réinventer la micro-initiative, la micro-action, le micro-projet, qui est parfois aussi valorisé par des prix Nobel de la paix dans d'autres pays en voie de développement. Comment concilier cette modélisation du passé et réellement permettre de rentrer en résilience avec un modèle économique qui a du mal à s'équilibrer avec la biosphère? Alors je crois qu'il y a de toute façon il y a des mouvements de curseur et de balancier. C'est clair que faire table rase de l'ensemble des héritages, ce serait quand même dommage. Après le libre arbitre il est là. Il y a des choses qu'on va pouvoir choisir. Il y a un devoir d'inventaire ou un droit d'inventaire, comme on disait en politique il y a quelques années. C'est un peu ça. Je pense que et en plus c'est plus une question de manière de concevoir les choses, de philosophie, encore une fois, de rapport à l'usage et d'autonomie, même de libre arbitre, je dirais, que de technique ou de pratique. Je vais prendre un exemple. Ce qu'on appelle le modèle industriel et ce qu'on appelle le modèle de type service. Alors classiquement, on entend les services, c'est des choses dématérialisées, des services rendus à des clients comme la banque, l'assurance, pourquoi pas les voyages, l'organisation des voyages ou la conciergerie ou ce genre de choses. Et par opposition, l'industrie, c'est plutôt le côté manufacturier. Je prends des ressources physiques tangibles, je consomme de l'énergie, des processus, j'organise ça bien rationnellement et je les transforme en objets manufacturés. Mais en fait, on se rend compte qu'on est en train d'appliquer un modèle industriel à des activités qui traditionnellement sont des activités de service. Et donc on fait du volume et du standardisé en masse, le même pour tout le monde. Mais on peut très bien appliquer le modèle serviciel, donc la relation individualisée à des besoins du client, au domaine manufacturé.
et travailler sur des séries plus courtes, travailler sur des choses qui s'approchent des besoins du client, travailler sur des approches un peu modulaires. On le voit aujourd'hui avec les succès de choses comme les Arduino, tout ce qui est Raspberry Pi en informatique, ce genre de choses. C'est des composants dont toutes les spécificités sont publiées. Et celui qui est un peu geek, un peu bricoleur, il peut s'approprier ça et en faire ce qu'il veut. Mais on est bien à la base avec un objet industriel. Mais c'est un objet industriel qui sort du modèle industriel. Donc c'est ça qui me paraît intéressant, c'est que dans cette nouvelle économie aujourd'hui, c'est pas tellement les manières de faire, c'est les manières d'utiliser ces manières de faire qui vont changer. Le déterminant de la performance, il n'est pas comme dans l'économie actuelle encore, hein, quand même. C'est encore largement ça. La capacité à produire en grand volume à très faible coût. D'où l'incitation à délocaliser, aller dans des pays où la main-d'œuvre est bon marché, aller dans des pays où il y a peu de réglementation sociale ou environnementale. À l'inverse, le modèle serviciel, c'est plutôt un modèle où on va chercher à avoir une relation individuelle aux besoins du client, avoir vraiment une réponse individualisée à des besoins intimes, et donc il y a une démarche de co-construction, de collaboration avec le client. Et on est vraiment à la racine de l'économie collaborative qui est assez intéressante dans ce domaine-là. Mais ça peut s'appliquer aussi bien aux choses qu'aux services. Donc voilà, la frontière, elle est un peu floue, elle est en train de se redéfinir. Et c'est pour moi le déterminant de la performance, c'est-à-dire que l'entreprise de demain, on parlera un peu plus tard de l'entrepreneuriat autrement aujourd'hui, l'entreprise de demain, elle sera performante parce qu'elle sera agile, parce qu'elle sera contextuelle ou capable de contextualiser son offre de service. Vous introduisiez rapidement cette question de la révolution numérique comme terrain de révolution des pratiques. Entre-temps, vous parliez de l'individualisation, des imprimantes 3D, le fait de s'approprier la production en ce sens ou de la relocaliser. Toutefois, cette révolution numérique qui engendre de profondes mutations dans tous les schémas de création économique, elle impacte aussi notre rapport à l'usage de la matière et notre rapport au vivant, smartphone, tablette, turnover des outils, modernisation rapide. Quelle lecture vous portez sur cette évolution économique à la frontière de l'humanité et de la technicité? Alors comme tout, c'est ambivalent. Comme tout, il y a deux faces. Il y a une face tranchante et puis une face un peu plus douce. Et juste pour dire quand même que la révolution numérique, je suis pas sûr que ce soit une révolution, c'est une accélération. Mais finalement, on parle de ce que je vous disais juste avant sur la servicialisation ou l'industrialisation, ça existait déjà avant. Les compagnons, par exemple, les compagnons du devoir, étaient des gens qui travaillaient dans une relation individualisée avec des clients, sur un service de longue durée, complètement contextualisé, et on n'était pas dans le numérique. Simplement, les choses mettaient beaucoup plus de temps à se disséminer. Aujourd'hui, effectivement, il suffit de publier des plans d'une machine ou d'une pratique, ou pourquoi pas la permaculture ou des choses comme ça, par exemple, sont des pratiques qui se diffusent très vite par Internet. Et donc, effectivement, on a ce côté accélérateur par le numérique, et ce côté aussi dans lequel tout le monde est à la fois producteur, puisqu'on peut tous publier facilement sur Internet, et consommateur. Donc, il y a une dimension d'échange et de coopération qui est intéressante, avec l'ambivalence qui est que on risque effectivement d'avoir des générations, et c'est évoqué sur le déficit expérientiel des jeunes générations, qui passent beaucoup plus de temps derrière un écran qu'en contact direct avec les systèmes vivants. Et donc ça, c'est un risque qu'il faut arriver à dépasser, et je pense qu'il y a un nouvel équilibre à trouver, certainement. Vous faites le lien pour revenir avec le sujet même de ces assises du vivant. Vous en êtes un des co-organisateurs, co-constructeurs. Avant de revenir brièvement sur les 3 points qui composent les débats, pourquoi s'associer à une telle rencontre intitulée les assises du vivant pour l'Institut? Pour nous, la question se pose presque pas, parce qu'on est là-dedans. C'est nativement pour nous le vivant qui est la question. Alors on l'appelle la biodiversité, on l'appelle la biosphère, on l'appelle le vivant, peu importe. Mais c'était effectivement la question de comment ce nouveau rapport au vivant peut imprégner notre culture, notre relation les uns aux autres, et donc notre relation à l'économie. Et en fait, typiquement, les 3 temps qui ont été conçus pour ces assises du vivant, alors c'est d'abord le fait qu'avec la COP, si on avait laissé les choses se passer sur leur pente naturelle, on n'aurait parlé que de changement climatique, de carbone. Et pour moi, le carbone, c'est pas une chose négative. Le carbone, c'est la base même du vivant, hein, c'est la molécule du vivant, c'est l'atome du vivant, quelque part. Et on n'aurait pas parlé de ce qui
fait le changement climatique et de ce qui est impacté par le changement climatique, c'est justement ce vivant que nous sommes. J'aime bien dire que le changement climatique, c'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est que le changement climatique, il impacte les écosystèmes et les organismes vivants. Il impacte nos conditions de vie aujourd'hui et demain. Donc c'est pas tellement le changement climatique qui en soi est un problème, c'est ses conséquences sur le vivant, sur l'écosystème. Déjà. C'était aussi chercher à rappeler en tout cas que d'avoir un tropisme énergie, efficacité énergétique, mitigation, séquestration du CO2, etc., on risque de se couper encore plus du vivant. C'est tellement facile de faire des bâtiments extrêmement performants, mais qui soient des bocaux complètement étanches. C'est tellement facile de faire des villes hyper technologiques dans lesquelles on pourra s'adapter au changement climatique, parce qu'on aura des systèmes de rafraîchissement, etc., un peu artificialisés. On peut les concevoir, on peut les imaginer, mais ça nous éloignerait encore plus du vivant. Et donc pour moi, c'était indispensable de rappeler que le puits de carbone, d'abord, c'est le vivant, que c'est la dynamique du vivant, même d'évolution du vivant, qui est impactée par le changement climatique, et qui est à l'origine aussi du changement climatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur des effets d'entraînement. D'abord, c'est un organisme vivant, l'homme, qui est à l'origine du changement climatique, et c'est d'autres organismes vivants qui vont en pâtir, et les effets d'emballement, c'est-à-dire que les prairies, les océans, les forêts peuvent se mettre à relarguer massivement du CO2 s'ils perdent leur dynamique, leur équilibre, et donc à ce moment-là, aujourd'hui, le vivant qui est un allié deviendra un boulet, un problème dans cette dynamique de changement climatique. Donc il faut intégrer tout ça, en fait, dans le même discours. Revenons sur les 3 points. Oui. Sur le premier, on parlait tout à l'heure de ne pas oublier l'héritage du passé, se construire sur un héritage, mais vous savez, l'adage « c'était mieux avant », je serais tenté de reprendre un petit peu la question de l'école et du message qui peut être porté aujourd'hui par l'ensemble de l'écosystème éducatif aux enfants. On écoute encore le « c'était mieux avant » de certaines générations, mais à la fois on se demande est-ce que l'école n'est pas en soi fondée sur des règles d'apprentissage du passé plus que sur une mise en prospective, on en parlait tout à l'heure, des espaces, des règles et des valeurs d'avenir. Ça, c'est la première question. Et si tel n'est pas le cas, comment rentrer dans des véritables stratégies sans regret? Si on reprend les critères éducatifs du type réussite économique, métier, appropriation, achat de maison, etc. Des modèles. Oui, c'est intéressant, mais alors il y a quand même 2 choses dans votre question. Hein. Est-ce que l'école ne formate pas plus qu'elle n'éduque au libre arbitre et à la citoyenneté? Je serais tenté de dire que non, finalement, malgré tous les procès qu'on lui fait. Sinon, comment on expliquerait qu'on est aujourd'hui cette génération Y qui a tant envie de reprendre en main son destin, tant envie de se réapproprier les moteurs de l'économie, de la culture et même de l'éducation. Donc finalement, cette génération Y, elle a peut-être pas forcément lu Ivan Illich, mais elle a bien compris les principes. Et elle est en train de se réapproprier une nouvelle forme de convivialité. Comme à mon avis, on lui a pas forcément enseigné tel quel dans l'école, mais finalement, on est arrivé au même résultat. Donc tant mieux. Sur l'aspect sans regret, je pense que ça c'est une rhétorique qui s'adresse quand même plus aux climato-sceptiques qu'aux citoyens lambda. Le sans regret, c'est de dire bon, vous croyez pas au changement climatique, très bien. De toute façon, c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est de vivre mieux. L'objet, c'est d'avoir des travaux, des métiers plus intéressants. C'est d'avoir une économie qui soit plus solidaire. Et c'est d'améliorer quelque part notre cadre de vie et notre santé. Donc, une fois qu'on a dit ça, on est censé faire tomber toutes les barrières les plus sceptiques et dire bon ok, alors allons-y, faisons-le. Donc, c'est pas tellement ça le problème. Je pense que le sans regret, voilà, c'est plus une stratégie de contrer une objection. Évidemment qu'il faut le faire. Mais nous, on en est convaincus, donc on n'a pas besoin qu'on nous explique ça. Alors, vaste sujet pour le deuxième, certes aux frontières des dimensions économiques, solidarité écologique et justice environnementale. Non seulement à l'échelle des nations, mais aussi à l'échelle du monde. Ce concept de solidarité, déjà en soi très complexe à définir, à questionner. Certains échos aujourd'hui l'ont montré. Et comment rendre cette justice environnementale à l'échelle des pays et à l'échelle internationale? Alors pour moi, il y a 2 choses. Je reviendrai après sur le
concept de solidarité écologique, parce que il est peut-être complexe, mais il est extrêmement simple à énoncer, à résumer finalement. Si on parle par contre de justice environnementale, c'est bien parce qu'en fait il y a aujourd'hui une large injustice environnementale. Si on ne parlerait pas de justice environnementale, ce serait un non-sujet. Et l'injustice environnementale, elle est liée au fait que ce sont les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, qui sont toujours les premières à payer le prix de l'inconséquence de ceux qui bénéficient, entre guillemets, du progrès, de ce qu'on appelle le progrès en tout cas, de l'abondance énergétique, de la mise à disposition de moyens technologiques de plus en plus puissants. Et voilà, bon, je vais pas faire les clichés sur le fait que l'aliment le plus toxique, ce serait le lait maternel chez les Esquimaux, que les populations qui habitent dans les zones tropicales, pas très loin du littoral, sont les plus impactées par le changement climatique ou la montée du niveau de la mer, ou ce genre de choses, ou l'évolution du trait de côte. Mais effectivement, le constat est quand même bien celui-là. Alors bon, donc ça veut dire qu'il y a une énorme injustice environnementale et qu'il faut essayer de trouver des nouveaux leviers pour y parvenir. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut passer à la solidarité en passant par là quand même, c'est-à-dire que la lutte contre le changement climatique, dans la mesure de ce qui reste possible, et l'adaptation pour le reste, elle ne pourra se faire que s'il y a un transfert massif de richesses du nord vers le sud, des pays développés vers les pays dits en développement, parce qu'effectivement, c'est le même chemin ne pourra pas être parcouru par les pays du Sud, le même chemin que nous avons fait nous avec la première et la deuxième révolution industrielle. Donc il faut absolument qu'il y ait un accélérateur, qui ait une transition directe en fait à d'autres modèles économiques plus plus vertueux de ce point de vue-là. Sur le côté solidarité écologique, pour moi, le concept, il est tellement simple que j'aime bien l'énoncer comme ça. Vous savez, vous avez une solidarité dite de fait, c'est qu'on est dans le même bateau. Comme on disait il y a quelques années, nos destins sont liés avec le reste du monde vivant, humain et non humain, nous sommes tous dans le même bateau, notre destin est lié. Donc il y a bien un constat d'une interdépendance à un moment donné, d'une communauté de destin. Si le reste de la biodiversité part, nous partons avec. Donc solidarité écologique, le constat, il est là. Comment on en fait quelque chose qui soit plutôt un projet? C'est de dire, mais finalement, de quelle biodiversité dépendons-nous et comment pouvons-nous agir pour préserver cette biodiversité sur laquelle notre prospérité est assise. Et là, on rentre bien dans la notion de projet, de société, de territoire, et c'est des choses qui se discutent. Alors effectivement, on a eu ce débat cet après-midi, solidarité écologique, c'est pas les hommes qui vont discuter avec les animaux ou les arbres, c'est les hommes qui parlent entre eux de leurs relations avec les animaux et les plantes, évidemment. Mais c'est bien l'idée d'embarquer cette espèce de conservation des dynamiques, de la potentialité d'évolution et de la fonctionnalité des écosystèmes, de la biosphère dans son ensemble, de l'intégrer dans l'ensemble de nos projets en fait. Pour dire simple, une vision réductionniste des choses qui dirait finalement on va faire la liste des espèces, on prend celles qui nous sont utiles et puis les autres on oublie, on n'est pas capable de la faire cette liste-là aujourd'hui. On est sûr que si on la faisait, on se tromperait et que ça nous coûterait extrêmement cher. Donc finalement, il faut prendre toute la biodiversité. C'est un peu l'histoire d'ailleurs de Biosphere 2, ce projet qui était dans le désert du Nevada, qui malgré les sommes investies, les compétences qui ont été mobilisées pour ce projet, a été un fiasco total. Et ça démontre bien que si on veut reproduire le vivant, il faudrait reproduire tout le vivant, et que ça nous échappe, et ça nous échappera encore très longtemps. On pourrait comparer au cerveau humain. Oui, tout à fait. Sa globalité. Dernier point, entreprendre autrement, articuler performance et résilience. Il ne se passe pas un jour sans médiatiquement, on écoute parler de performance économique. Absolument. Dans sa lecture contemporaine de crise, de chômage, de performance économique, de performance des entreprises. Quelle lecture de la performance en lien avec cet enjeu de résilience? Alors ça, je confesse être à l'origine de l'intitulé de cet atelier-là, et c'était une provocation un petit peu. C'est de dire qu'effectivement, performance est un terme qui parle aux économistes, aux chefs d'entreprise. Résilience est un terme qui parle beaucoup aux écologues, que l'entreprise ne s'est pas encore réellement approprié. Et la grande question demain, donc, dans cette table ronde, ça va être d'étudier comment ces deux termes-là peuvent s'articuler, se compléter éventuellement, et comment tout simplement on va pouvoir redéfinir cette notion de performance. Parce qu'après tout, c'est quoi la performance? Est-ce que pour une start-up, par exemple, vous avez un indice qu'on appelle le cash burning rate.
la capacité que vous avez à brûler du cash. Bon, très bien, mais je vois pas où est l'intérêt de cet indicateur-là. Pour moi, c'est un indicateur de performance complètement, illusoire, même. C'est très étrange comme définition. Si la performance c'est une croissance du chiffre d'affaires, bon, très bien, mais pourquoi? Donc tout dépend des objectifs qu'on se fixe en fait. Et ce qu'on va chercher à définir, c'est qu'il y a des nouveaux modèles entrepreneuriaux où cette performance, elle peut être définie totalement autrement. Dans une coopérative, par exemple, la performance, ça peut être de garantir l'emploi durable des salariés. Dans une coopérative ouvrière, un modèle type Scope par exemple en France. Si vous êtes dans un dispositif comme nous avons nous chez Inspire, qui s'appelle SIC, coopérative d'intérêt collectif, le dividende qu'on verse entre guillemets à nos actionnaires, c'est une plus-value environnementale et sociale. C'est pas un dividende en cash. Donc ça veut dire qu'on a nous-mêmes défini nos critères de performance sur tout à fait autre chose que les critères habituels. Le reste indispensable, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on fasse du profit, qu'on fasse des bénéfices. Mais pour nous, c'est comme l'oxygène qu'on respire, on en a besoin, mais c'est pas une finalité en soi. Donc voilà, la performance, ça serait défini. Encore une fois, c'est un concept qu'on peut se réapproprier, comme tout le reste. Par contre, la résilience, c'est un concept qui a une vraie valeur scientifique, qu'on peut constater. Et là, c'est comment on est capable d'affronter cette incertitude de l'époque. Comment on est capable d'être un peu tout-terrain, entre guillemets, d'aborder des mouvements qui, sur le plan économique, qui, sur le plan social, vont être sans doute un petit peu chaotiques dans les années qui viennent, mais d'être quand même capable d'être là demain et d'accomplir les missions pour lesquelles nous souhaitons que ces entreprises sont là. Juste, effectivement, avant de passer à la dernière question, on pourrait faire du lien avec ces indices du bonheur brut. Tout à fait. En rappelant que l'entreprise est un terrain parfois de souffrance psychique énorme. Est-ce qu'un des indicateurs ne serait pas aussi le bonheur ou le plaisir de travailler en entreprise, dans les ressources internes de l'entreprise? Oui, évidemment. Mais c'est ce côté bonheur brut, ce côté quelle a été notre contribution à la richesse et à la prospérité du territoire, quelle a été notre contribution à l'augmentation des compétences. On peut très bien décider que dans une entreprise, on se fixe des objectifs qui soient autres que la simple croissance du profit immédiat. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que faire du profit c'est mal. Faire du profit est un moyen indispensable, et qu'à l'inverse, on va pouvoir faire croître ce capital immatériel qui peut être propre à l'entreprise. Capital immatériel propre à l'entreprise, ça va être des brevets, ça va être de la confiance, la valeur d'une marque, ça va être la cohésion d'équipe, etc. Et puis on peut décider aussi que ce capital immatériel, il soit redistribué dans le territoire, et que dans ce cas-là, l'entreprise, elle va contribuer à la création de filières durables, par exemple, et à l'épanouissement de certaines cultures, de certaines cohésions sociales qui lui sont externes, parce que l'entreprise va redistribuer cette prospérité au sens strict que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette confiance dans l'avenir à l'ensemble des acteurs du territoire. Et typiquement, ce genre de modèle, il n'est pas utopique, il existe déjà aujourd'hui. Il est même beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Simplement, on ne parle jamais, enfin c'est évident, dans les médias, on parle des entreprises qui déposent le bilan, on parle des mauvais comportements de certains hackers, etc. Et on ne parle pas de ce qui fonctionne bien et ce qui est vertueux. Mais ça existe. Dernière question. On a échangé à la frontière du mot humanité et du mot biodiversité. Je serais tenté, dans l'écosystème santé, série de nos émissions, de vous poser la question: quel est votre regard singulier sur ce mot qu'est la santé? Alors, je ferai un petit peu référence à la définition de l'OMS, mais que je connais mal, puisque je la pratique pas non plus tous les jours, je me considère pas comme un professionnel de la santé. Mais pour moi, la santé, et d'ailleurs ça marche aussi en économie, et ça marche aussi en écologie, c'est pas le contraire d'être malade. La santé, c'est être en état d'exercer pleinement sa liberté d'action, d'exprimer ses potentialités réelles et profondes, et de ne pas être limité dans l'expression de ses potentialités par un dysfonctionnement, un malaise, un caillou dans la chaussure, etc. Et finalement, oui, ça s'applique très bien au monde de l'entreprise, ça s'applique très bien à l'écologie et aux écosystèmes. Et je pense que, par exemple, cette question du changement climatique aujourd'hui, elle impacte potentiellement la santé des écosystèmes, c'est une grosse menace, mais un écosystème
en bonne santé, donc un écosystème qui pourra s'adapter, qui sera pleinement résilient et fonctionnel, il trouvera moyen de s'exprimer et d'apporter des réponses à ce changement climatique. Et une société qui est malade, typiquement, si je peux me permettre une digression importante, on a parlé récemment, en France, suite aux attentats qui ont eu lieu au début de l'année, d'un état de guerre. Moi, je pense que c'est pas une société en guerre, c'est une société malade. Et que c'est donc une société aux défenses immunitaires affaiblies, parce que ce sentiment de citoyenneté et d'appartenance, c'est un petit peu délité. Et c'est cette faiblesse de nos défenses immunitaires civiles qui font qu'on a cette expression de la haine, du racisme et du terrorisme, y compris dans des couches sociales où on ne devrait pas voir ça, parce qu'on a des gens qui ont normalement une question de société qui est malade, qui n'est pas en bonne santé, et une société en bonne santé ne devrait pas ouvrir de terrain, n'ouvrirait pas naturellement de terrain à l'expression de ce type de sentiments. Écoutez, Emmanuel Delannoy, merci pour cet entretien. Merci à vous.